quelques prévisions économiques pour l'année 2025. Le shekel va sans doute se renforcer et le déficit budgétaire diminuer. Avec cela, une grande perspective pour Israël. Le TGV est enfin mis en place qui va relier le nord au sud. Prévision économique 2025, nouvel impôt pour les riches. Et puis bien sûr le Hagichon qui a un petit peu exagéré puisqu'il a facturé avec de la TVA qui n'avait pas lieu d'être. Et le TGV qui débarque en Israël, ce sont les sujets du jour grâce à notre économiste préféré Daniel Guggenheim. Bonjour Daniel. Bonjour. Ici présent, voilà, ça va Daniel ? Merci. Alors bonne année civile. Voilà, on commence comme ça puisque de toute façon vous allez nous parler des prévisions économiques financières pour 2025. Alors quelles sont-elles ? Est-ce qu'on a de quoi se réjouir ou il faut s'inquiéter ? Oui, on va jouer maintenant à Nostradamus moderne, d'accord. Ce qui est d'ailleurs souvent dans la presse financière israélienne et dans le monde, on fait une comparaison avec les prévisions de l'année d'avant et ce qui s'est vraiment passé, et il n'y a pas vraiment de corrélation obligatoire. Alors pourquoi c'est quand même important de le dire ? Parce que en vérité, ça nous renseigne qu'est-ce que le monde financier et économique en Israël et dans le monde pense qu'il va y avoir, et ils prennent des décisions en fonction de cela pour l'instant. Donc c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe. L'Institut de la statistique a publié hier des chiffres intéressants pour 2024. On a enfin dépassé les 10 millions d'habitants en Israël et par exemple, ils ont dit qu'il y a eu aussi 30 000 Olim qui sont venus. Maintenant, la question qui passionne tout le monde, c'est la vie chère. Il y a beaucoup d'articles là-dessus et des titres. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? On sait que la TVA a augmenté au 1er janvier et c'est pas seulement ça, on a parlé souvent ici, c'est beaucoup d'autres impôts qui vont venir, des impôts comme la Arnouna et des choses comme ça qui vont augmenter fortement. Et donc, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, il faut savoir que malgré ces chiffres, ces annonces qui sont pas agréables pour tout le monde, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, les prévisions sont la chose suivante. Sur l'année 2025, les prévisions des économistes, d'ailleurs, sont en baisse par rapport à ce qui se pensait il y a quelques mois. De quoi il s'agit ? On pense que l'inflation pourrait être en 2025 de 2,4 à maximum 2,8, alors qu'avant on pensait même que ça dépasserait les 3%. Qu'est-ce qui a vraiment changé là-dedans ? C'est l'augmentation du shekel. Il faut savoir que les grandes banques internationales ont publié récemment des prévisions sur les monnaies, les devises, et notamment le shekel. Et ils ont tous dit que le shekel va se renforcer en 2025 par rapport au cours actuel et par rapport au dollar de 15 agourotes. Alors, maintenant, le dollar est autour de 3,60, un peu plus, soit 3,65 en ce moment. Et donc, on peut facilement penser qu'un dollar en 2025 sera autour de 3,50. Et je dis à nos Français l'euro que les perspectives en Europe sont pas extraordinaires et beaucoup parlent d'une parité euro-dollar. Moi, je ne serais pas étonné de voir un euro cette année revenir à 3,50 pour le shekel, voire peut-être moins, mais ça, c'est une possibilité qui puisse exister. Maintenant, ces chiffres-là vont permettre, surtout au deuxième semestre de 2025, on pense qu'il y a une décélération des prix très importante, vont permettre à la Banque d'Israël de baisser pour la première fois de façon un peu plus sensible les taux. Combien on pense que la Banque d'Israël baisse ? Elle-même, elle a dit, elle pense 1,5%. Certains même parlent de 1,3%, mais ça se passera pas tout de suite au premier trimestre. Même la Banque d'Israël parlait de juin. Certains optimistes parlent même de avril-mai, il faudra voir, c'est pas... Mais en tout cas, là aussi, c'est une bonne perspective. Point de vue du déficit budgétaire, c'est important, puisqu'on sait qu'à cause de la guerre, on était passé au-de 6%. Faut pas en rougir, hein. En France, on est dans les mêmes chiffres et ils n'ont pas de guerre, mais on pense que le déficit budgétaire reviendra à 4-5%. Encore une fois, c'est dû à quoi ce déficit budgétaire, à part des mesures des impôts dont on a parlé, c'est aussi le fait que souvent quand il y a la situation sécuritaire d'un pays qui s'améliore énormément, comme on le voit en ce moment, et on espère que 2025 il y aura vraiment la paix, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle un boom économique. Il y a énormément de gens, beaucoup plus d'achats, même de l'épargne d'étrangers. On pense aussi que les touristes vont venir beaucoup plus, puisque déjà des compagnies aériennes comme Wizz Air annoncent leur retour en Israël. Bon, tout va bien. Et ça fait énormément augmenter les recettes fiscales. La croissance en Israël, que moi j'ai vu les chiffres, on parle même de 4% l'année prochaine, donc c'est un chiffre très très important. Et
par rapport à beaucoup de pays en Europe, surtout en Europe, où on parle même de récession pour la France et l'Allemagne. Donc, ça aussi, c'est un bon chiffre. Maintenant, je voudrais dire aussi pour les exportations, on pense aussi qu'ils vont s'améliorer, et donc on aura encore une baisse du déficit commercial et une amélioration encore, puisqu'elle est positive, de la balance des paiements. Maintenant, le dernier sujet, les prévisions pour financières aussi, qui sont intéressantes pour ceux qui s'intéressent à la bourse. Les intéressés, mais je pense qu'ils ont un peu raison, disent que on aura une augmentation de la bourse en Israël, je parle, entre 5 et 10%. Moi, s'ils ont raison, c'est déjà bien. Et ce qu'il faut noter, et ça, je voudrais le dire, la bourse américaine, surtout ce qu'on appelle le SP500, qui pour les Israéliens, a 2 années, a fait des très bons chiffres. La plupart des boursiers, ceux qui sont dans la bourse, dans le monde entier, disent la bourse américaine est très très chère et ils prévoient une nette correction en 2025. Moi, je veux dire, ceux qui ont des positions là-dessus, beaucoup conseillent maintenant de vendre pour gagner ce qu'ils ont gagné, parce que on attend des corrections très importantes. Il y a même qui parlent d'une correction de 80%, je ne sais pas si elle aura lieu, mais on peut très bien voir moins 20%. D'ailleurs, ces derniers jours, l'SP500 baisse, mais ça ne veut rien dire pour le reste de l'année. Merci pour ces infos. Pour ceux qui boursicotent, ils vont être heureux, comme d'habitude, à l'écoute de cette chronique. Alors, on continue avec ce nouvel impôt qui a failli quand même mettre un terme à la coalition gouvernementale en place, puisque c'est un impôt pour les riches. Voilà, donc est-ce que ça a été voté? Oui, non. Et de quoi s'agit-il exactement, Daniel? Oui. D'abord, je voudrais, comme vous dites, expliquer de quoi il s'agit et pourquoi le fisc a fait a proposé cette mesure qui a été adoptée, comme vous le dites hier, cette loi a été définitivement votée. Les contribuables de la classe moyenne, même peut-être moins que moyenne, défavorisés, les classes défavorisées, sont beaucoup touchés par les mesures qui ont été faites, qui vont être maintenant en 2025. Par exemple, nous en avons parlé, il n'y aura pas d'indexation de la tranche d'impôt. Il devait y avoir une augmentation de ce qu'on paie obligatoirement, mais finalement, c'est pas passé hier. On a évité parce qu'ils n'avaient pas le temps à cause de cette loi-là. Mais donc, il y avait un problème parce que il y a aussi la TVA et des choses comme ça qui touchent tout le monde, et surtout ceux qui consomment. Donc le fisc a dit, moi je vais essayer de trouver des niches fiscales, là où on trouve de l'argent, là où on pense qu'on peut avoir beaucoup, et justice sociale, de faire aussi participer les riches. Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'est dans ce que vous avez annoncé, qui est passé hier, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices qui sont en prison, emprisonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez des médecins, des professions libérales de façon générale. En Israël, il y a une possibilité de ne pas être simplement indépendant, mais de faire une société. Parce que il faut savoir que l'impôt sur les sociétés en Israël est beaucoup moins fort qu'un impôt sur la personne. Elle est de 23% seulement. Donc, qu'est-ce que font beaucoup de personnes qui ont un bon métier, qui gagne bien, c'est de se faire en société. Et qu'est-ce qui se passait jusqu'à maintenant? Alors, impôt sur les sociétés, vous avez dit 23%. Alors, ils économisent combien, ces médecins qui se mettent en société, par exemple? Ça dépend combien ils gagnent, bien entendu. Mais quand vous pensez qu'ici, on peut facilement arriver ici à 50%, et avec le butoir Lomi, même plus que ça, à payer jusqu'à 60% autres, et là, c'est énorme comme différence, d'accord? Et ça, bien sûr, ça demande de payer de l'argent aux experts comptables, aux fiscalistes, etc., mais ça vaut le coup pour les gens qui gagnent beaucoup. Okay. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'État, le fisc, il a calculé que si on épargne, ça veut dire qu'on va exonérer de ça tout ce qui est industriel. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas toucher ni l'industrie ni la technologie. Ils veulent aller sur les gens qui pensent qu'ils font ça pour justement gagner par rapport aux impôts. Et c'est surtout les services, en fait, comme je dis, avocats, architectes, médecins, etc. Et donc, ils ont dit comme ça, si vous avez plus de 750 000 shekels, plus que ça, de bénéfices que vous n'avez pas distribué en dividendes. Pourquoi vous distribuez ça pas en dividendes? Parce que là, vous auriez été taxé. Alors, nous, on va vous les taxer là-dessus pour vous inciter à distribuer des dividendes, en fait. Et donc, c'est ça qu'elle dit, cette loi-là. Maintenant, est-ce que c'est justifié ou pas? Maintenant, je parle uniquement du point de vue économique. La première chose que disent la Chambre de commerce, ils disent comme ça. Le fisc voulait prendre 10 milliards de shekels là-dessus. On n'y croit pas. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gens-là, ils ont des experts comptables. Ils savaient que cette loi allait passer. Ils vont contourner la loi. Et ce qui est plus grave, ils peuvent, par exemple, créer une société à Chypre,
qui est pas loin, et de là-bas, l'impôt de la société est beaucoup moins important, et d'éviter cet axe-là. Et on risque d'avoir des fuites, des capitaux, des investissements. Et ça serait très grave pour Israël, parce que des choses comme ça, ça va casser la croissance économique dont on a voulu parler au début. Donc, c'est un risque, et ça, il faut faire attention. En plus, ils disent, et alors si ces gens-là, ils vont commencer à distribuer pour des dividendes, ça sera en 2025. Mais l'État, il n'aura pas cet argent en 2025, parce que quand est-ce que ces gens-là vont déclarer ces dividendes? En 2026 au mieux, ils peuvent jusqu'en décembre 2026. Donc en fait, l'État risque de pas avoir cette somme-là avant 2027. Alors vous aurez dû réfléchir à ça, que s'il y a ce problème-là, et des fuites de capitaux, et de fait aussi de ce timing dont j'ai parlé là, qui est important. Donc ça, ils mettent des grandes réserves, mais ils voulaient, à mon avis, c'était aussi pour faire de la justice sociale, comme j'ai dit qu'ils l'ont fait, mais c'est un problème. Deuxième chose qui s'est passée aussi, qui est autre chose qui est passée avant ça, c'est ce qu'on appelle Mas Yesef. Pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont remarqué, il s'agit de 25 000 familles en Israël qui, eux, surtout ont beaucoup d'argent, et on voit que le fisc a vu qu'ils ont énormément de bénéfices, pas seulement du travail, mais des bénéfices du capital. Et là aussi, ils ont voulu aller chez eux en faisant augmenter ce qu'on appelle le Mas Yesef, ce qu'on appelle ça vraiment l'impôt direct sur les riches, sur les gens qui ont énormément d'argent. Et la seule chose qu'ils ont exclue là-bas, et c'est à cause de Gafni, c'est la vente des maisons, en disant, si vous avez vendu des maisons, c'est pas un bénéfice par rapport à ça, vous gagnerez plus. Moi, je pense qu'ils auraient dû mettre les maisons aussi dedans, parce que il y a un grand problème ici que l'immobilier est souvent en dehors de tout ce qui est impôt. Et là, il s'agit de gens très, très riches, mais c'est une question politique, à mon avis, parce qu'il y a un grand lobby à la Knesset des propriétaires d'appartements. Et donc, il faudra voir, mais il faut espérer qu'il n'y ait pas plus de mal que de bien de ces deux nouvelles impôts qui vont être mis sur ces gens-là. Voilà. Et bien voilà, si vous pensiez qu'on n'était pas assez taxé, vous aviez raison, ça va continuer. Désolé pour cette nouvelle de début 2025. Alors on continue avec la compagnie des eaux Agichon, qui en décembre a facturé avec une augmentation de la TVA qui était censée être prévue pour janvier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Et est-ce que les consommateurs, les utilisateurs vont être remboursés? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? C'est qu'effectivement, Agichon, qui sert de l'eau à Jérusalem, mais ses environs aussi. Ils ont énormément de personnes. J'ai vu 250 000 familles, et bureaux et autres. C'est beaucoup de gens. Alors, j'ai vu la facture, je l'ai vue dans le journal. On voyait dans le site Internet, il y avait on voyait 2 janvier 2025. Alors, c'était quelqu'un qui avait reçu en décembre 2024 de le payer. Et il y avait marqué 18% TVA au lieu de 17%. Et les gens, la personne qui parle dans le journal... C'est 1% de plus, mais à l'échelle, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, non, mais bien pour sûr, des gens, c'est... Et il a dit, cette personne a dit, moi, je voulais juste payer avant, justement, janvier, pour gagner les 17%. Tant que j'ai marqué 18%. Je téléphone à Agichon, et je leur dis, mais vous savez, ce n'est qu'en janvier qu'il va y avoir l'augmentation pour marquer 2 janvier. Et d'après lui, Agichon comprenait pas qu'est-ce qui s'était passé. Donc, ils en avaient fait des fausses factures. On peut dire des factures par erreur, pas des fausses factures dans le sens, mais des erreurs dans la facture. Et apparemment, ils étaient au courant que parce que la clientèle a commencé à appeler. Et donc, eux, d'après l'enquête de ce site internet que j'ai vu, il s'agissait pas comme Agichon a dit que de centaines, il s'agit de milliers de factures qui ont été ainsi envoyées. Et donc, je vous dis, pourquoi je dis ça? D'abord, on doit regarder notre facture pour ceux qui dépendent d'Agichon. D'abord votre facture d'eau, de voir quelle était la date. Encore une fois, sur novembre et décembre, tout ce qui a été consommé, si vous le faisiez avant janvier, il n'y avait pas de raison que vous l'avez fait. Donc, la TVA est à 17%. Maintenant, vous avez demandé est-ce qu'on sera remboursé. Elle a promis à Agichon dans sa réaction qu'elle rembourserait dans les prochains mois par rapport aux factures prochaines ce qui a été pris en trop. Alors il faudra le vérifier pour les gens qui ont justement, il faut vérifier si ça sera fait ou pas. Donc c'est aussi une des choses à vérifier s'ils seront remboursés ou pas. Mais ce que je veux dire au-delà de ça, il y a pas c'est arrivé sur l'eau. Vérifiez bien que les différents services qu'on reçoit, électricité et autres, n'ont pas fait la même chose. Parce que ça peut arriver, quoi. Et je me demande si des fois, c'est pas des erreurs ou c'est une façon de vouloir gagner 1%, parce que c'est très bizarre de faire quelque chose
en janvier lorsqu'on est en décembre et de marquer la date de janvier. Ça va passer. Exactement. C'est ce qu'on appelle en hébreu. Et ce n'est pas passé pour une fois. Alors, on finit avec une nouvelle sympathique et surtout pleine de promesses en termes de développement économique. C'est le TGV qui débarque en Israël. Oui. Ça a pris du temps. Oui, il faut rappeler quand même, il faut être juste des fois, que la décision de faire ce TGV du gouvernemental avait été prise par le gouvernement d'avant. Mais en Israël, les choses vont lentement. Et ce n'est que la semaine dernière, en fait, que le budget a été obtenu de 15 milliards de shekels, c'est important, et également ils ont mis, la première pierre. Ça y est, les travaux vont commencer. Et de quoi il s'agit? C'est quelque chose qui va changer notre vie. Il s'agit d'abord, ils veulent, dans les 5 ans qui viennent, faire que de Tel Aviv à Haïfa en train, alors qu'à l'actuel vous mettez 1 heure, qu'on mettra que une demi-heure. Ça, eux, ils parlent de 5 ans. Les gens qui sont en Israël, qui connaissent ce qui se passe, et nous aussi avec le tram et autres, on parle de 2030 peut-être que ça arrivera ce projet-là. Alors, c'est très important parce que, bien entendu, c'est deux agglomérations très, très importantes du point de vue économique, mais aussi, il faut se rendre compte que ça peut aller également contre la vie chère parce que ça permettra de transporter les marchandises beaucoup plus vite. Bien sûr. Et ils vont multiplier par 2 d'ailleurs les rails qui vont aller entre Tel Aviv et Haïfa. Ça, c'est 2030. Le projet, en vérité, ils appellent ça le projet de Kiryat Shmona à Eilat, c'est de faire la même chose dans le sud et que de Be'er-Sheva à Tel Aviv, on mette aussi une demi-heure. Donc, ça veut dire que des gens pourront habiter à Be'er-Sheva et aller travailler à Tel Aviv en une demi-heure. Et ça va changer tout. Ça, d'après ce que je vois, ce n'est que en 2040 que ça sera terminé, tous ces projets-là. Et il compte le chiffre incroyable, il compte qu'en 2040, 300 millions de personnes prendront par an, voyageurs, le train en Israël. Mais en vérité, c'est intéressant, comme vous avez dit d'ailleurs, c'est une perspective qui va changer également la façon économique des gens, parce que si les gens peuvent aller habiter à un autre endroit qui n'est pas le centre et arriver très vite au centre, ça se passe d'ailleurs, on le voit en France, ça permettra un meilleur aménagement du territoire et aux gens d'habiter dans d'autres endroits qui coûteront moins cher. Et donc, bien entendu, c'est aussi pour les prix des appartements et l'immobilier, tout va changer. Tout va changer. Alors, mais est-ce que Eilat va être relié au reste du pays ou ce sera toujours comme ça l'est aujourd'hui? Parce que vous parlez de Be'er-Sheva, oui. Mais est-ce que ça va descendre jusqu'à Eilat? Alors, le titre est de Eilat à Kiryat Shmona, c'était une vieille, comme vous dites, quelque chose de très ancien. On en a beaucoup parlé. Ouais. Je sais que le ministre des Finances est très contre parce que ils font tout ça pour empêcher. Ils voient souvent d'ailleurs l'argent, combien ça va coûter par rapport à ce que ça va rentabiliser. Ils disent qu'il n'y a pas assez de gens qui seraient intéressés ou qui pourraient rentabiliser le projet. Mais il faut voir qu'il pourrait y avoir aussi de la marchandise parce que Eilat, c'est le port. Et c'est très bien que vous dites ça parce que c'est une grande critique que, pas seulement moi, mais beaucoup d'économistes ont, comme le ministère des Finances, ils ne voient pas au-delà de la dépense. Il faut avoir une vue stratégique des choses. Il faut avoir ce qu'on appelle une vue de plan. Une vision, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Et c'est ça, des fois, comme vous dites, qui bloque des projets. Bon, en tout cas, merci pour ces sujets divers et variés, comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Avec plaisir.